Dans l'émission On refait le monde, Monsieur Kouyaté, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, quel est l'état de santé du PDN aujourd'hui? Il se porte mieux. Depuis votre arrivée? Oui, depuis mon arrivée. Donc ça sous-entend que quand vous n'êtes pas là, le parti ne peut pas bien se fonctionner. Non, ne peut pas bien fonctionner. Le parti c'est pas ce que ça signifie. Ah bon, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a de l'affectif dans le militantisme, tout comme il y a le volontarisme, l'idéal. Vous ne prendrez aucun parti sans qu'il n'y ait de l'affectif là-dedans. Au monde, je parle du monde. Il y en a qui adhèrent parce que le chef qui est là leur inspire confiance. Parce qu'il y a cet affectif. Je vais vous rappeler une scène qui s'est passée en France. Oui, allez-y. Chirac est de la droite. Et Sarkozy opposé à Hollande. À Hollande. Chirac a choisi Hollande parce qu'ils sont de la même province. C'est tout. De Corrèze. Voilà. C'est affectif, ça. Cela existe aussi. Quand le chef n'est pas là, c'est certain que certains sont démobilisés. Et quand il revient, ça le rebooste. C'est une réalité. L'idéal aurait été que tout le monde soit mu par le même sentiment, n'est-ce pas, d'appartenir, n'est-ce pas, à une volonté, à des aspirations, à une philosophie politique, philosophique même, et que cela aille comme dans un creuset. Mais, écoutez, un chef est présent, il est absent, il y a une petite différence. Un chef est présent, il est absent, il y a toujours... Nous, on dira même qu'il y a une différence. Voilà. Oui, allez-y, c'est d'abord, oui. Alors, sur la base de la réponse que vous avez fournie, est-ce qu'on pourrait dire que le régionalisme en politique peut être compréhensible? Parce que quand vous évoquez le cas de Chirac et Sarkozy et est-ce que François le régionalisme et peut-être même par extension l'ethnocentrisme peuvent être compréhensibles en politique? C'est un sentiment. Ne pensez pas que je suis allé aussi loin. C'est vous qui allez aussi loin. Non, est-ce que on vous pose juste une question. Oui. Est-ce que oui. Ça dépend. Il n'y a pas de dogme en la matière. L'un des pays les plus harmonieux de ce continent, c'est la Somalie. Je le dis souvent, où j'ai fait 2 ans de ma carrière. Il y a le même peuple, le peuple somali, la même langue, la langue somalie, la même culture, la culture somalie, la même religion, la religion musulmane, 100% sunnite et malikite. Depuis combien d'années ils sont en guerre? Parce que la différence, ce n'est plus cette harmonie. Ça se retrouve dans les familles. Ils connaissent même à l'atome du clan, à l'atome de la famille. Ils sont en guerre depuis combien d'années? C'est l'un des pays qui a souffert. J'ai fait 2 ans de ma carrière là-bas. C'est vous dire que ne cherchez pas l'absolu de l'absolu, cherchez le relatif de l'absolu. D'accord. Là, ça n'a que dire. Alors, par rapport à votre parti, vos adversaires qui pensent que c'est un parti qui ne vit pas gros poumon comme on l'a connu il y a quelques années. Et surtout avec la présidentielle de 2010, le parti venait de naître, mais a engrangé beaucoup de points. Mais depuis, à toutes les échéances, le parti perd de points. Il n'a même pas engrangé beaucoup de points. Il a engrangé plus que vous ne croyez. Pour preuve, la sortie récente du président Alpha Condé qui réaffirme que vous... Je lis entre les lignes que vous ne représentez plus grand-chose sur l'échiquier politique. Je ne suis pas venu pour tomber dans des débats de politiciens qui pensent, n'est-ce pas, qu'à leur intérêt. Honnêtement, je crois que je ne suis pas venu pour ça. D'accord. Je ne suis pas venu pour ça. On parle de la santé, de l'implantation. Pensez ce que vous pensez. Pensez ce que vous pensez. Je sais aujourd'hui que dans les sous-sections, dans les sections, au niveau même du bureau exécutif national, le parti est en train de se renforcer. Alors, qu'est-ce qui a été fait en forêt et en Haute-Guinée, essentiellement, et subsidiairement en Basse-Guinée, et de façon moindre en Guinée, en Moyenne-Guinée. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement depuis que vous êtes là pour nous dire que le parti est en train de reprendre son état de santé? Parce que nous avons fait des réunions. Ceux qui manquaient, nous l'avons dit, et ce sont l'installation à la base. Un toit
un bâtiment ne commence pas par la toiture, ça commence par le soubassement. Quand vous allez... on a tiré les leçons aussi du passé. En 2010, notamment en Zérékoré, dans la région forestière, quand les résultats ont commencé à tomber, et on était encore dans la zone urbaine de Zérékoré, je vous parle là de la préfecture de Zérékoré, le PDN était en tête. Très longtemps. Les gens exultaient, mes gens m'appelaient, j'étais en contact avec eux, et je suivais le décompte. Mais quand est arrivé le tour des sous-préfectures, où, parti naissant, on n'était pas encore solidement implanté, on a vu la dégringolade. Ceci explique cela. Parce que là où vous vous concentrez, vous pouvez y gagner. Là où vous n'y êtes pas, c'est ce qu'on est en train de refaire là maintenant. Voilà. Alors, est-ce que le PDN et vous-même, M. Lansana Kouyaté, vous pensez que vous pouvez profiter de la retraite forcée du président Alpha Condé, notamment dans la région de la Haute-Guinée? Pas seulement dans la retraite de la Haute-Guinée. Le passé est passé. On a beaucoup subi. Nos gens ont été harcelés un peu partout. Mais au total, je leur dis, embrassons ceux qui nous ont malmenés. C'est le message que je donne à tous. Et soyez sûrs. Là n'est pas la réponse à sa question. Attendez. Oui, allez-y, d'accord. Je ne pensais pas que je vais tirer sur quelqu'un qui a été déjà hors du jeu. Je veux dire peut-être tout naturellement. Est-ce que vous pensez par exemple que les voix qui se portaient jusque sur lui peuvent se reporter sur vous? Il y a des voix naturellement liées au militantisme. Je vais vous dire une vérité. En 2010, si vous vous fiez aux statistiques, acceptons ça. Il avait 18% sur l'ensemble du territoire. 18% sur 4 régions naturelles. Ça veut dire que là où il pensait être son fief, faisons un peu d'addition, essayons, n'est-ce pas, d'extrapoler les choses. Probablement, donnons 5% des 18% aux autres régions qu'il a eues. Ça veut dire qu'en Haute-Guinée, il n'avait que 13%. Vous pensez que c'est assez représentatif d'un fief solide? Je vous pose la question. Est-ce que depuis, et c'est vrai que le RPG se porte un peu mal, vous partagez presque les mêmes fiefs, c'est connu, c'est ce qui se dit. Est-ce que vous avez profité de cette période chancelante du RPG pour aller puiser là-dedans? Est-ce que depuis, parce qu'on n'en a pas entendu, des défections pour vous rejoindre, comme c'était le cas par le passé, quand vous n'étiez pas là? Quand je n'étais pas là, il y avait eu défections. Quand je suis là maintenant, il y en a plus. Vous verrez, vous serez étonné d'être surpris. Et du coup, ça veut dire que vous n'envisagez peut-être pas approcher formellement le RPG pour voir dans quelle mesure il peut se mettre en accord? Non, je ne vous dirai pas tout ce que nous sommes en train de faire. On est très proche des militants du RPG. Écoutez, ne jouons pas au faire semblant. Vous savez très bien que le RPG était en difficulté, même du temps de son mentor. Vous le savez. En difficulté de militants ou en difficulté de tout. De gestion du pays? Le tout. Ah bon? Le tout, de mobilisation? De mobilisation, oui. La permanence du RPG a été fermée combien de fois? Écoutez, ne me faites pas venir. Honnêtement, le problème à vous, vous êtes très compétent en matière de dialogue politique, mais allons sur des sujets, n'est-ce pas, qui préoccupent cette nation et non ce microcosme. Non, on parle de votre parti. Tout ça, c'est la vie de votre parti. Vous le mettez sous la coupe de mon parti. On parle de la vie de votre parti. La vie de mon parti, vous m'avez demandé. J'ai répondu à votre question. J'ai dit que le parti se porte mieux. Voilà. Il fallait qu'on aille dans les détails. Le détail ne m'intéresse pas. Ça vous intéresse, vous? Oui, question numéro 2 donc. Alors, Monsieur Kouyaté, les prix augmentent malgré la dépréciation du franc guinéen. L'appréciation, pardon, du franc guinéen. Selon vous, qu'est-ce qui ne marche pas? Écoutez, on est dans une sorte de paradoxe économique. Mais les paradoxes n'expliquent pas tout. Pourquoi d'abord le franc guinéen ne se portait pas si bien que ça? C'est parce qu'il y avait un surplus de masse fiduciaire, c'est-à-dire
la circulation, c'est ce qu'on appelle masse fiduciaire, c'est l'argent donc en circulation. Il y en avait. Qui n'a pas de contrepartie dans la production. Et qui n'a pas de contrepartie dans la production, ce qui alimente l'inflation, comme vous le savez. Mais ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis fin, depuis le 5 septembre, je crois que l'argent qui partait pour être changé contre les devises fortes, et pour les raisons que vous connaissez, cet argent s'est rétréci. Donc, la masse monétaire, la masse fiduciaire, c'est un peu compressée. Alors, normalement, dans une telle situation, ça devait plutôt profiter à corriger l'inflation. Parce que c'est l'une des causes de l'inflation. Quand la masse fiduciaire est abondante, bon, un franc guinéen qui avait 2 bonbons, maintenant vous avez besoin du même franc pour un bonbon. C'est aussi simple que ça. Mais c'est une inflation. Et que veut dire l'inflation? C'est un processus cumulatif, n'est-ce pas, de hausse généralisée des prix. Presque généralisée des prix. Ce n'est pas un prix haut, ce sont des prix en hausse. Même quand vous êtes à un niveau bas, quand ça grimpe petit à petit, considérez que quand ça franchit les 2%, les 3% d'augmentation en glissement annuel, vous êtes déjà dans une sorte d'inflation. Oui. Comment arrêter ça? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour la question qui a été posée? Je crois que malgré donc la prise de valeur du franc guinéen, j'ai donné les raisons, l'appréciation qui se passe, les prix augmentent. C'est la conjonction. Pourquoi les prix augmentent? Les causes de l'inflation, c'est quoi? Je vous ai cité déjà une cause. Quand la masse fiduciaire est abondante, et c'était le cas à un moment donné, quand il y a distorsion entre l'offre de produits et la demande. Et aujourd'hui, la demande est forte, mais probablement l'offre ne parvient pas à équilibrer. Il y a aussi des inflations importées. Et on est en pleine situation de guerre d'Ukraine-Russie, où beaucoup de denrées, je ne parle pas de toutes les céréales, mais on dit la guerre des céréales, alors que c'est purement la guerre du blé, si on ne prend que ça. Mais ça empoisonne et ça atteint d'autres céréales. Tout cela fait que aujourd'hui, on a aussi une situation d'inflation importée. C'est le cas aujourd'hui en Guinée. Ça veut dire que toute cette analyse pour vous dire qu'on n'a pas tiré les bienfaits de, si vous voulez, le potentiel qu'on avait par la confirmation de la valeur d'une monnaie qui a été très instable dans le passé. Mais ce n'est pas tout. Je ne dis là qu'une partie. Le phénomène de l'inflation est très complexe. On peut aller du plus simple justement au plus contraignant. On va arriver lié à la situation malienne. Alors, on va repartir avec notre invité. Nous étions avec la question de Ma qui portait sur les prix qui montent. Pourtant, le franc guinéen s'apprécie ces derniers temps. Oui, j'ai déjà répondu. Ouais, allez-y. Ok, donc toujours dans le cadre des prix qui montent, vous avez vu que le prix du carburant a été augmenté récemment. Donc on s'attend aussi du coup à une montée aussi des prix supplémentaires des denrées alimentaires. Qu'est-ce que vous proposez pour contenir et quelles mesures d'accompagnement justement vous proposez? D'abord, et est-ce que vous trouvez cette hausse déjà pertinente? Pertinente, peut-être c'est pas le mot. Ou justifiée. Bon, de toutes les façons, l'augmentation du prix du pétrole brut s'explique par des raisons qui ont, de façon cyclique, embrassé le monde. Aujourd'hui, les prix montent un peu partout. Le prix du brut, il y a, je crois, 6 à 7 mois, c'était de 73 dollars. 73 dollars le brut. Et aujourd'hui, on est à 117 dollars. La montée est très grande parce que ce sont des millions et des millions de barils qui vont, n'est-ce pas, de tanker à tanker par jour, je dirais même par heure. C'est dire que ce sont des affaires qui sont conséquentes. Et tout y est.
parmi les producteurs de brut, il y a la Russie, qui est à l'heure actuelle sous sanctions. Et ces sanctions font qu'il n'y a pas une sorte d'exportation telle que la Russie l'aurait souhaité. Donc il y a handicap sur l'offre du produit. Il y a un manque à gagner. Il n'y a pas manque à gagner, il y a un manque tout court de l'offre par rapport à la demande. Ce qui fait augmenter les prix. La loi du marché. La loi du marché, c'est entre l'offre et la demande. Ce prix du brut a fortement augmenté. On est aujourd'hui à 117 au cours d'aujourd'hui. Et ça, c'est le prix référence plate. C'est-à-dire la société de cotation qui a un nom maintenant sur l'ensemble des transactions mondiales. C'est le prix plate qui est la référence pour beaucoup, n'est-ce pas, d'acheteurs et de vendeurs. Mais ce sont les produits, n'est-ce pas, ça concerne les produits primaires, les produits, les matières premières. Quand vous transformez, vous fixez vos prix. La Guinée ne fixe pas le prix de la bauxite, hein. C'est fixé par la London Market Business Association qui se réfère au prix plate pour fixer le prix de la bauxite. C'est la même chose pour le cacao, c'est la même chose pour le café. C'est dire que la question que vous posez, c'est tout le monde entier qui le vit. Mais quand vous prenez le dollar, l'euro, le litre d'essence à la pompe en Allemagne est aujourd'hui de 2 euros. Multipliez 2 par la valeur actuelle et comparez ça au prix d'ici, vous trouverez que le prix d'ici est encore plus faible que là-bas. Comparaison n'est pas raison, c'est une économie forte, ils peuvent se permettre ce luxe, mais si je vous dis qu'ils sont allés jusqu'à fournir gratuitement ce qu'une économie libérale a rarement fait, le transport public aux travailleurs et même à la population sur 3 mois, c'est à cause de l'inflation qui devient galopante. Alors oui, j'ai 2 questions. Premièrement sur l'appréciation de la monnaie guinéenne. Et bien évidemment, on dit la monnaie qui s'apprécie par rapport aux devises étrangères en Guinée aujourd'hui, c'est lié à la non-dépense. Selon des observations faites par des spécialistes. Parce que nous le savons bien que cette junte dépense moins avec les gels qui sont faits sur beaucoup de comptes publics. La dette intérieure a explosé. C'est aujourd'hui de l'ordre de plus de 7 milliards. Et donc, est-ce que cela n'est pas lié à ça? Ce n'est pas conjoncturel? Première question. Deuxième question, liée à l'augmentation du prix du carburant. Il y a une inflation liée à l'augmentation du prix du carburant en Guinée. Est-ce que ce côté, les conséquences liées à cette inflation que peut provoquer l'augmentation du prix du carburant, la gestion de cette inflation, est-ce que vous pensez que ça peut être plus dommageable que la retenue que nous pouvons faire de l'économie faite sur l'augmentation du prix du carburant? La première question, c'était, posez-moi une question après l'autre. La première question, c'était quoi? Oui, c'est par rapport à l'appréciation liée à la non-dépense. À la thésaurisation. C'est fort possible. L'État ne thésaurise pas. L'État a, n'est-ce pas, une banque centrale. L'État a un trésor. Et les mécanismes se jouent entre le trésor et la banque centrale. La thésaurisation, c'est vous qui cachez votre argent sous les matelas. Donc, je préfère d'abord préciser cela. Mais oui, c'est une raison. Ça peut bien expliquer cette situation de retenue, de blocage de ceux qui se faisaient, n'est-ce pas, de mauvais. Ceux qui se faisaient de mauvais, on a de l'argent, on a du franc, on a besoin de dollars, on sort des montants de façon abondante pour acheter tout ce qu'il y a comme contrepartie en devises fortes. Et ces devises fortes allaient où? Alors, quand l'État est venu, après le 5 septembre, le CNRD est venu, ils ont bloqué les comptes. Donc ça décrit la situation et je suis entièrement d'accord parce que ce n'est pas un seul phénomène. C'est multidimensionnel, ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut beaucoup de réflexion pour s'en sortir. Et
il y a autre chose. Quand ils vont commencer à dépasser, quand ils vont commencer à dépasser, peut-être qu'on va se retrouver dans la même situation. Ça pourrait être beaucoup pas plus. Du tout, ça dépend. Ça dépend de la façon dont on agit. Vous avez demandé tout de suite qu'en 2007-2008, qu'il y a eu, n'est-ce pas, très rapidement, la baisse des prix. Cette baisse des prix... C'était pas l'effet spéculation? Quand vous êtes arrivé, on se souvient. Non, pas du tout. Les gens avaient peur, donc on a baissé. Non. Moi, j'ai trouvé... Parce qu'après, les prix se sont revalorisés. Attendez, j'ai trouvé... Les prix ne se sont pas revalorisés. J'ai trouvé que les prix... D'abord, le taux de change du franc guinéen par rapport à la parité entre franc guinéen et dollar, on était à peu près à un niveau supérieur au cours d'aujourd'hui. Et l'inflation était à 44%, en glissement annuel, 44%. En 5 mois, le taux d'inflation a baissé. Et on en est arrivé, nous disions à 12%, mais la Banque mondiale et le Fonds monétaire, c'est écrit dans leur rapport, on dit non, c'est même un peu plus bas encore, c'est 10%. C'est ce qui est écrit officiellement, alors que nos experts en la matière disaient on est à 12%. Le Fonds monétaire disait on est à 10%. Donc, face à cette situation, face aussi aux efforts qu'on a faits pour serrer, n'est-ce pas, les dépenses de l'État, on ne dépensait plus que sur base caisse, ce qui a été rarement opéré en Guinée. Ce qu'on n'a pas, on ne dépense pas. Ce qu'on a, c'est ce qu'on dépense. 1. 2, il fallait trouver des mécanismes pour que les bons du Trésor à la Banque centrale soient payés. Parce que l'État était en faiblesse par rapport à la Banque centrale. Parce que les structures de la Banque centrale ne s'y prêtaient pas à l'époque. La Banque centrale n'avait pas de conseil d'administration. La Banque centrale relevait quasiment de la présidence, donc de l'État. Ce qui faisait que tous les bons du Trésor émis n'étaient pas payés, justement. Les bons de Trésor, n'est-ce pas, du Trésor, la banque faisait face en donnant de l'argent à l'État et l'État ne payait pas. En dehors de ça, les investisseurs locaux, la dette de l'État vis-à-vis des investisseurs locaux était abyssale. On a audité chacune des dettes. Comme ça l'est aujourd'hui. On a audité chacune des dettes et les dettes qu'on a trouvées comme étant des dettes normales, on les a payées. Vous me suivez ou vous suivez vos écritures? Allez-y, oui. On a vous nous dénoncez là. Oui, je vous dénonce parce que ce que vous faites là n'est pas... Excusez-moi, je ne veux pas dire le mot. Allez-y encore. Mais on a payé, avant même de faire face aux dettes extérieures, on a fait face aux dettes intérieures. Parce que celui qui investit dans le pays, qu'il soit guinéen ou pas, mais qu'il investisse ici, et il est en même temps investisseur et consommateur. Quand vous le payez, vous aboutissez aussi à un accroît additionnel de consommateurs, ce qui est nécessaire pour une économie qui marche. Donc, on a pris beaucoup de mesures de ce genre. Nous avons trouvé une thésaurisation qui était forte, abyssale. Vous savez que c'était après une crise. Tous ceux qui venaient dans leur banque primaire, quand vous aviez 20 millions de francs, vous faites un chèque pour 10 millions, on ne pouvait pas, la banque ne pouvait pas honorer plus de 5 millions. Plus de 5 millions. Voilà la situation dans laquelle on a trouvé le pays. Il fallait reprendre tout ça. Et ce n'est pas seulement que les prix ont baissé. Vous avez dit une chose tout de suite, que oui, les prix ont baissé, et parce que d'abord, bon, le taux entre le franc guinéen et les monnaies fortes, les devises fortes, ça s'est vraiment rétréci au point où c'est à la demande du Fonds monétaire et de la Banque mondiale que j'ai laissé filer, parce que très rapidement, on est descendu de 1 dollar pour à peu près 9 000 et quelques, même 10 000 francs guinéens. Rapidement, on est descendu à 4 000. 1 pour 4 000. Plus, on est descendu jusqu'à 2 500. À l'hôtel, allez dans les hôtels, demandez-leur
C'était l'époque où les hôtels, même l'hôtel, comment ça s'appelle le grand hôtel de Novotel qui acceptait, qui ne faisait que demander de l'euro et du dollar, ils ont cessé de demander. Et je me suis retrouvé dans cette situation où des gens qui sont venus d'Europe ont voulu payer en euros. En devise. La banque dit non. Il faut payer en francs guinéens. Il faut payer en francs guinéens. Alors ils ont été soumis d'aller au bureau de change quelque part là-bas, l'échange manuel. C'était un week-end. Bref, eux n'étaient pas là. La situation économique vous rassure aujourd'hui avec la transition? Non, c'est une situation qui ne rassure même pas, n'est-ce pas, la transition. Elle est en train de travailler justement pour remonter la pente. Alors, pourtant, la junte travaille pour remonter la pente, mais sauf qu'elle vient d'augmenter tout à l'heure le SMIC de 440, on va à 550 000 francs guinéens. Quelle est votre réaction là-dessus? J'ai déjà réagi à ça dans vos locaux ici, à une autre émission. Non, vous avez dit l'augmentation. Vous serez président. Quand je serai président. On vient juste de faire un réajustement de 110 000. Oui. Comment vous trouvez cela? Je trouve cela qu'il faut, en économie, il faut que toutes les actions partent en même temps. La synergie des décisions est très importante pour atteindre les objectifs. Pourquoi je le dis? C'est parce que quand cette augmentation-là, mais quand le CNRD est revenu, l'un des premiers actes a été de baisser le prix du pétrole. Vous le savez très bien. De 1000 francs. De 1000 francs. Oui. Même moins que ça. J'ai pensé que c'était une erreur parce que je savais déjà les tendances un peu à la hausse du pétrole sur le marché mondial. C'était une erreur ou une décision populiste? Populiste, c'est trop dit. Il ne faut pas juger. On juge rapidement en Guinée. Ils l'ont fait. Mais où on ne juge pas, M. Kouyaté? Où on ne juge pas. Il y a des endroits où on fait des analyses beaucoup plus pointueuses et beaucoup plus raisonnables au lieu d'aller dans les excès verbaux. Alors, on est habitué à ça en Guinée. Alors, comment vous avez trouvé la mesure anormale? Allez-y. Comment vous l'avez trouvé anormale? Vous m'interrompez. Allez-y. C'est pourquoi je vous remène encore là où nous étions. Voilà. J'ai trouvé que la décision était prématurée. Populisme, je ne le dirais pas. Ils ne l'ont pas fait pour ça. Sinon, il y a beaucoup d'actes qu'on va traiter de populistes. Ceux qui ne seraient pas anormal, ceux qui ne seraient pas normal, ceux qui ne seraient pas adéquats. Quand ils ont accepté de ne pas arrêter ceux qui sont tombés, je ne dirais pas que c'était populiste, non. Ça a plu à certains, ça n'a pas plu à d'autres. Même si plusieurs d'entre eux sont en prison aujourd'hui. Parce qu'ils sont allés au travers de la justice. C'est tout. Bon? Ah oui. La justice. C'est pas ce qu'eux ils disent. Hein. Bon, c'est pas ce qu'ils disent. C'est par la volonté de quelqu'un qui sont là-bas. Ils diront jamais cela, mais au moins dans la forme, on est habitué à quoi ici? Tu tombes, on t'arrête, on te ligote. C'est pas ça? C'est cela. Certainement, certains d'entre vous n'ont pas vécu ça, mais nous l'avons vécu. Aujourd'hui, un ministre même quittait, tu es en ville, tu te promènes quelque part, on t'apprend que tu n'es plus ministre. Quand tu viens à ton bureau, entre-temps, pour prendre tes effets personnels, tu trouves qu'on a changé de serrure. On a vu ça ici. Ces gens nous ont appris au moins la civilisation de bien traiter ceux qui doivent être bien traités. Oui, mais le CNDD aussi n'a pas envoyé les gens en prison. Qui? Le CNDD. Le Moussa Dadis Camara. Mais le CNDD n'a pas envoyé des gens en prison. Donc c'est pas une première. Pardon. Allez-y. Vous oubliez ce qui s'est passé au stade? Non, ça c'est bien après. C'est pas la prison, ça. C'est le trépas. La transition n'est pas finie. Alors, puisque vous l'avez dit dans une de nos émissions, c'était d'ailleurs le premier numéro de cette émission, Le Carré, que si vous êtes président de la République, vous allez fixer le SMIC à 5 millions. Pas le SMIC. Alors, qu'est-ce que vous avez dit concrètement? Parce que concrètement, j'ai dit... Assez de polémiques, parce qu'il faut nous éclairer, c'est important. J'ai dit que le PDN a un programme, n'est-ce pas, de société. Et compte tenu de la durée de mandat que je considère jusqu'ici valable, parce que toutes les lois ont été réhabilitées par le CNRD, il ne faut pas l'oublier, donc je considère que c'est un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Sur 10 ans, quand nous sommes au pouvoir sur 10 ans, j'ai dit que le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance,
qui n'est pas le SMIG. Salaire minimum interprofessionnel garanti. Entre les deux, il y a toute une marge. Je dis que progressivement, ça va aller jusqu'à atteindre les 5 millions de francs. La précision elle est importante. Bien sûr. Parce mais quelle est la différence entre les deux SMIC peut-être? Non, le SMIC et le SMIC. Le SMIC, non, c'est différent. Il a dit le sigle. Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. D'accord. Beaucoup de pays l'appliquent encore. C'est-à-dire un montant est fixé minimum et un salaire minimum qui s'applique forcément à l'État, donc aux travailleurs de l'État, mais s'il n'y a pas de nuance, parce qu'il y a des pays qui ont changé, qui ont dit SMIG, mais avec N là-dedans, national. Et ça concerne l'État. Mais normalement, quand c'est dit SMIG simplement, même vous, quand vous utilisez le privé, vous utilisez chez vous un travailleur, vous ne devez pas le payer en dessous du SMIG. C'est ça le salaire minimum interprofessionnel garanti. Alors vous allez le fixer croissance, à combien? De croissance, ce SMIC, je n'ai même pas à le regarder. Ce SMIC-là est déjà fixé. Ce que je trouve, c'est ça. C'est aujourd'hui 550 000. Ouais. Est-ce que vous payez vos travailleurs domestiques à 550 000? Quand on vérifiera, on trouvera que vous payez moins. Alors vous trichez. Voilà. C'est ça la vérité. Oui, mais c'est on ne monté paye à pas moins. Non, je vous le dis. C'est monté il n'y a pas longtemps. Un d'entre vous n'a qu'à lever la main pour me dire qu'il celui paye à la maison. Personne n'est payé à moins que le SMIC ici. Hein. Non, il est à la maison. Moi je parlais de domestique à la maison. Est-ce que les gens c'est la DRH qui parle. Je ne parle pas, parle pas de la radio. Okay. Ici, tout le monde sait que vous êtes bien payé. On multiplie le SMIC par 20 et qu'on ne serait pas au niveau où vous êtes. Vous nous avez dit la même chose quand nous étions encore à Chérie FM. Que vous pensez que nous sommes bien payés. Oui, mais maintenant, vous êtes encore mieux payé. Ah bon? Ouais. Et vous? Moi? Oui, à votre retour, vous êtes très bien traité. Payé par qui? Par vos militants. Ah, les militants payent. Ils vous ont manqué, vous les avez manqués aussi. Oui. Mais votre retour. En Afrique, ce qui fait la différence entre la démocratie occidentale et nous, oui, quelle est la différence? Le militant contribue au parti, ici? Nourrit le parti. Ici, le chef du parti doit nourrir le militant. Ah, c'est ce que vous faites? Oh, mais il y a beaucoup qui le font, c'est pas moi seul. Non. Quand vous faites vos assemblées, ce sont des vérités que vous devez savoir. Quand vous faites vos assemblées, le nombre de personnes qui viennent, ça dépend, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle on est. Après tout, on n'est pas développé. Après tout, la solidarité fait partie de la devise guinéenne. Et tous ceux qui viennent chez vous, ils s'attendent à ce que vous leur donnez, ne serait-ce que le prix du transport. C'est ça, c'est une réalité. Alors, avant de le SMIC maintenant, et je n'ai pas fini sa question. C'est vous qui mélangez tout, sans quoi il a posé une question. Le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ça se mesure par la conjonction de deux choses. Un, le PNB, le produit national brut, augmente, tel que la Guinée l'a enregistré, par la surexploitation même de la bauxite, du secteur minier, de la bauxite, et ça a grimpé, je ne sais pas de combien de millions de tonnes à combien de millions, mais l'augmentation était importante. 15 à 80. 15 à 80 millions. À 80 millions, soit. Beaucoup se demandent, mais où sont partis ça? Une des façons de répartition, c'est justement aligner le salaire minimum sur ça. C'est pourquoi on l'appelle salaire minimum interprofessionnel de croissance. Deuxième élément, c'est l'inflation. Quand moi je quittais la France, le SMIC, parce qu'ils sont à l'interprofessionnel de croissance, était, si j'ai bonne mémoire, à 640 euros. Euros. Non, 1000, je veux dire 1400. Non, c'était 1470 euros. Le temps que j'arrive ici, à cause du phénomène combiné de la croissance qui s'opérait à l'époque et de l'inflation aussi qui augmentait, on est aujourd'hui à presque 1800 en peu de temps. C'est ce qu'on appelle salaire minimum
interprofessionnel de croissance. Le travailleur lambda doit en profiter. Mais vous n'avez toujours pas dit, si vous êtes président, est-ce que le SMIC, vous allez le maintenir à ce niveau ou vous allez le revaloriser ou le... Je vais le changer. À combien? Je vais le changer d'abord en SMIC, au lieu du SMIC. Ça sera maintenant le SMIC, c'est-à-dire salaire minimum interprofessionnel. Donc le SMIC n'existe pas en Guinée d'abord? Si, le SMIC. D'accord. Le SMIC. Vous voulez parler interprofessionnel de croissance ou bien garantie? Garantie. Non, garantie, ça existe. Non, ça je sais déjà. J'ai dit vous allez le changer en interprofessionnel de croissance. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc ça revient à 5 millions. Si je comprends bien, M. Kouyaté, ça veut dire que sur vos 2 mandats, vous tablez sur une croissance et sur une inflation qui fera que le SMIC sera à 5 millions. Non, pas seulement sur l'inflation. Le salaire pas seulement de l'employé. Je vous en prie. Les 2 éléments que vous avez cités. Comprenons-nous bien. L'interprofessionnel de croissance est calculé sur d'abord la croissance du produit national brut. Et puisque nous comptons faire des investissements appropriés dans l'éducation, dans les mines, dans l'agriculture, un peu partout, et on a un projet de société pour ça, c'est chiffré, ce n'est pas une liste de ce qu'on va faire dans tel ou tel domaine, dans le culturel. On oublie que le culturel est parfois une activité qui tire les grands pays de la dépression. Allez aux États-Unis, chaque fois qu'il y a une crise profonde, c'est l'industrie de Hollywood, c'est le culturel, qui donne le premier signal, n'est-ce pas, de reprise économique. Donc, on va investir massivement. Et ces investissements vont rapporter aussi massivement. On va, d'année en année sur les 10 ans, on sera à 5 millions, n'est-ce pas, de francs guinéens. Le SMIC va être 5 millions de francs guinéens aujourd'hui, ça fait combien de dollars? À peu près. Moins de 500 $. Moins de 500 $. Vous pensez que ce n'est pas jouable? Il y a donc des pays africains qui sont déjà au-dessus de ça. D'accord. Nous sommes là. Quand vous dites un chiffre, tout le monde si vous dites cela, tout le monde est étonné. Tout le monde est étonné. Alors que c'est bien possible. C'est bien possible. Allez, on va progresser. Lamine Moïmassi, c'est question suivante. Alors oui, vous avez créé tout récemment une coalition. Et la surprise a été qu'on a annoncé que c'est une coalition politique. Cependant, qu'on ne connaît même pas encore à quand l'organisation des élections. Le délai de la transition, notamment. Pourquoi c'est maintenant? Est-ce que c'est la seule coalition? On a 181 partis, même plus peut-être. Entre-temps, il y en a qui ont été agréés. 181 partis. C'est une aussi marque guinéenne, ça. Mais au moins, à défaut d'élaguer, d'en supprimer, les partis ont quand même perçu qu'il faut mieux regrouper tous ceux qui optent pour la même manière de conduire les affaires de la Guinée. Les coalitions, nous ne sommes que les derniers. Il y a des coalitions qui sont nées bien avant. Il y en a qui se font et se défont au gré des humeurs. Il y en a qui se font qui n'ont même pas existé réellement. Mais nous avons pensé que la CCE, n'est-ce pas, la convergence centriste pour l'espoir, regroupe des partis qui ont dit on ne le fait pas pour le court terme. Il faut qu'on aille au long terme. Le long terme, c'est que la date de l'élection soit connue ou pas. Ce n'est pas pour une élection. C'est pour des élections. C'est pour conduire les affaires de la Guinée. Donc, voilà l'objectif. Ceux qui l'ont fait avant nous, depuis longtemps, on va vers les regroupements là. Ce qui va diminuer le nombre de partis au moins, pris individuellement. Ça sera des groupes qui vont fonctionner et c'est tant mieux, parce qu'on a besoin de ces regroupements. Il y a des coalitions qui vous considèrent comme étant des appendices de la transition, qui n'avaient pas, coalition qui n'avaient pas de revendications particulières, et donc d'exigence sur se le calendrier de la transition par rapport à vos agissements. Et ça se dit tous les jours. Ils le disent tous les jours. Ils le disent tous les jours parce qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de cacher la vérité. Quelle est Premièrement, la vérité, premièrement, quand il a été dit, et ça, je vous le dis depuis 2009, quand les gens ont péremptoirement fixé des dates d'élection,
le PDN était le seul parti en 2009, on venait à peine de naître, nous avons dit que c'est trop illusoire de penser que ces dates-là seront respectées. Cette date ne pouvait pas être respectée parce qu'avant de fixer une date, il faut savoir ce qui va la meubler, le contenu. Va-t-on faire un recensement général de la population? Va-t-on tabler sur le fichier électoral ex ante, c'est-à-dire qui est venu avant? Va-t-on, n'est-ce pas, il y a plein d'inconnus comme ça qu'il faut élaguer d'abord. Alors, en fin de compte, en 2009, la date initialement fixée a été reportée au moins 3 fois. Pardon, 3 fois. Allez-y. Et je puis vous assurer qu'on n'a pas changé. Cette fois-ci, nous avons dit, face aux déclarations du ministère de l'Administration du Territoire ou du CNRD, nous avons dit que nous souhaitons d'abord connaître le contenu de la transition. Cela fut fait. Cela fut fait et le chronogramme a été proposé. Ceux qui disent qu'on est l'appendice de tel ou de tel, pourquoi le PDN a proposé 24? Contrairement à ceux qui ont proposé 50 mois. Il y en a qui sont partis au-delà de 50 mois. Oui, mais certainement, c'est des partis qui sont aujourd'hui dans votre coalition. Attendez. Parce que la plupart des partis qui ont proposé jusqu'à 15-20 mois ne sont pas dans la dynamique de... mais ce n'est pas la seule coalition. Il y a des partis là-bas qui ont proposé 50 en delà ou en deçà, n'est-ce pas, de 24 mois même. Si ceux qui ont boudé étaient venus, puisque c'est une médiane qui a été prise, si ceux-là étaient venus, qui 5 mois, qui 6 mois, qui 10 mois, on serait où dans la médiane? Ceci dit, du côté ne doit pas manquer de vision. Du côté des autorités, on dit aussi que les propositions de ces partis ont été prises en compte, même si ces partis n'étaient pas là, parce qu'ils avaient déjà fait des propositions à l'occasion des premières concertations. Et mieux, le colonel oui, Amara, ça c'est le ministre, je le tiens. De la présidence a dit sur France 24 que les 36 mois émanent du peuple et non du CNRD. Comment vous réagissez à cela? Dès lors qu'ils sont au pouvoir, et ils le disent, mais un pouvoir est élu, démocratiquement élu. Quand tu es démocratiquement élu et que tu veuilles aller au-delà de la Constitution, de la durée de la Constitution, eh bien, ce que tu crains arrive. Et on considère ça comme un coup d'État, mais c'est un coup d'État qui est venu corriger un autre coup d'État qui, lui, était constitutionnel. Oui, donc, je ne veux pas rentrer dans ce que je ne sais pas. Ces partis ont proposé, si le CNRD le dit, c'est peut-être exact, mais je considère qu'on aurait dû tous être autour de la table et que cela a un signal fort. Une table organisée. Une table organisée. Parce qu'ils disent que ce n'est pas organisé. Parce le cadre qui est mis en place et là, je vous le dis encore, c'est absolument... une façon de vous revenir pour vous dire que ce que vous avez dit, c'est les spéculations. Moi, quand je suis allé, on est allé, quand on était FNDC politique, c'est-à-dire l'UFR, le PDN et le modèle, nous étions là. Leurs représentants étaient là. J'ai dit au ministre de l'Administration du Territoire, j'ai dit, je crois que inclusivité, ça va faire un méli-mélo. Prenez les partis politiques qui viennent discuter avec vous des choses politiques. Prenez, n'est-ce pas, les syndicats qui vont venir discuter des choses du travail qui les concernent. Prenez les coordinations régionales. Vous vous rappelez la première réunion à Mohamed V là-bas? Et là, je sais qu'on a, qui a parlé ce jour-là au nom des coordinations. Il était pas, là où il était, ce n'était pas son milieu. Parce qu'on ne discute pas des choses de la tradition. Telle vache est partie brouter dans le champ de tête, ce n'était pas ça. Il a pris la parole et il a dit une seule chose. Il a dit quoi? Il a dit, président, parti beau. Beaucoup de partis. Beaucoup de partis. Et il s'est arrêté à ça. Personne n'a applaudi. En allant, il a dit, je m'en fous. Si vous voulez applaudir, si vous ne voulez pas applaudir, n'applaudissez pas. Mais j'ai dit ma vérité. J'ai exprimé tout cela devant le ministre.
J'ai dit, donc moi, personnellement, je suis le parti, j'ai dit, nous sommes pour que vous receviez groupe par groupe. Malgré tout ça, là, on dit que Kouyaté roule pour la junte. Pour la junte. Ce qui est archi faux. Alors, votre parti, vous dites, a proposé 24 mois et même vous pourriez accepter les 3 ans qui sont proposés. Non, ça c'est moi, hein, c'est pas vous. Mais pourquoi vous parlez à ma place? Non, d'accord, votre parti a proposé 24 mois. Arrêtez-vous là, c'est mieux. Il se trouve que le 8 novembre dernier, vous accordiez une interview à Jeune Afrique où vous disiez qu'un an suffit pour les autorités. Écoutez, Jeune Afrique, oui. Cette interview a été faite quasiment au lendemain du 5 septembre. Au lendemain du 5 septembre. Et c'était sur le chaud, sur le vif. On ne savait pas encore. Il y a eu consultation au sein des partis. Nous appartenions à la grande famille du FNDC qui comprenait le parti de Ousmane Kaba, le parti de Kabele, le parti le Modèle, l'UFR, l'UFDG et le PDN en tant que parti, et la société civile. On formait ce conglomérat-là. Et on a dit, on n'a qu'à calculer, et chacun a avancé. Il y en a qui ont proposé 1 an, il y en a qui ont proposé 2 ans, il y en a qui ont proposé 3 ans. La moyenne, je crois, se trouvait à 15 mois. 15 mois. Mais avant tout cela, quand Jeune Afrique m'a interviewé, ils ont mis au moins 2 mois avant de publier. D'accord. Et toujours sur les... Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre à ce Je veux sous-entendre qu'entre-temps, les lignes ont bougé et les partis ont été... Entre-temps, les choses ont bougé. Ouais. Les partis ont été invités à aller d'abord, n'est-ce pas, pour la charte. Les partis se sont bousculés. Il y a eu des gens qui ont eu les chemises déchirées ce jour-là. Avec enthousiasme, on est parti. Après, arrivé le moment où il fallait former le CNT, sur 181 partis, il n'y a eu que 15, n'est-ce pas, places pour les partis. Les partis se sont empoignés et finalement, les 15 qui devraient l'avoir l'ont eu. Mais pourquoi vous pouvez faire une interview au cours de laquelle vous dites 1 an, ça suffit, et puis votre parti propose 2 ans? Est-ce que ce n'est pas vous-même qui avez dit 2 choses pour une même réponse? Non, pas du tout. Pour une même question, j'avais dit. Pas du tout, parce que ça dépend du temps auquel on le dit. D'accord. Mettez-vous dans cette logique. D'accord. La question suivante. Alors, par rapport au contenu de la transition, vous vous étiez aussi exprimé notamment sur la Constitution. Vous disiez qu'on pourrait ramener la Constitution de 2010, qui était... Vous disiez, l'expression que vous utilisiez, satisfaisante, puisqu'elle limitait les 2 mandats, en tout cas dans l'interview. Alors, est-ce que vous gardez cette position aujourd'hui pour l'élaboration de la Constitution? On pourrait, c'est le conditionnel ça. Ça c'est le conditionnel. Vous avez bien dit ce que j'ai dit on pourrait. C'est le conditionnel, ce n'est pas affirmatif, ce n'est pas catégorique. Oui, non, mais venant au moment où... Oui, non, monsieur Barry. Monument, c'est comme ça, non? Cette fois-ci, c'est Barry. Monsieur Barry, Sanso Barry. Sanso. Oui. Votre nom ressemble à Fernando Sanso. Je ne sais pas si vous l'avez connu dans la film West. Donc, je vous le dis tout de suite, c'était... Vous l'avez bien, vous avez employé le bon mot. J'ai dit pourrait. Et voilà, c'était une possibilité. Je considère la Constitution de 2010 comme étant d'abord l'émanation des partis politiques. Parce que rappelez-vous, avant le sommet de Ouagadougou, c'est les partis politiques qui se sont posé une question toute simple. Quiconque sera élu, sur quoi il va prêter serment? Surtout que les militaires d'alors, qui sont le CNDD, n'avaient pas réhabilité les lois anciennes. Alors, ce que le CNRD a eu l'intelligence de faire, parce qu'ils ont réhabilité ces lois-là. S'ils ont réhabilité ces lois, c'est dans ça qu'on puise toujours, n'est-ce pas, pour exprimer les positions pour les uns et pour les autres. Donc, j'ai dit que c'était une bonne constitution et je considère jusqu'ici que c'est une bonne constitution
quand on y fait quelques retouches. Mais les intangibilités qui sont là-dedans, impossible d'aller au-delà de 2 mandats. Consécutif ou non? Consécutif ou non? Oui, ce que je disais dans la Constitution. C'est la volonté, ça. Vous savez, au-delà de tout ce qu'on écrit dans nos pays, ce que je remarque, mettez tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de beau sur papier. Si ceux qui sont amenés à le conduire n'ont pas de caractère, ce n'est que du papier. Ceux qui viennent des chiffres. Et aujourd'hui, par exemple, quelle est votre position sur la façon d'élaborer ou d'adopter quelle constitution? Il faut en élaborer une. Mais on n'en est pas là. Il faut greffer sur la durée de la transition. Pour l'instant, on n'en est pas là. J'anticipe tout ce que vous voulez dire, les 36 mois, ce que j'en pense. Je pense que le PEDN et la CCE, le groupe auquel j'appartiens, la convention à laquelle j'appartiens, ont proposé 24 mois. Écoutez. À partir de quand? On avait dit, c'est dit là dans notre texte, à partir du mois de juin, le 1er, 24 mois. On l'a dit. Prenez ceux qui arrivent. Donc vous maintenez toujours cette position? Pardon. Ce n'est pas de maintenir ou de ne pas maintenir. C'est ça notre position. Allez-y. Ouais. La médiane est sortie. 39 mois, corrigé par le CNT à 36 mois. La CEDEAO n'a pas dit son dernier mot. Ne minimisez pas ça. La Guinée est membre fondateur de la CEDEAO. Oui. Et la Guinée a des spécificités dans la CEDEAO que les gens ne connaissent pas. Quelles sont ces spécificités? L'ECOMOG, par exemple, c'est la seule force régionale véritablement, sous-régionale véritablement, qui a existé. Ça a été demandé par les diplomates qui ont demandé la création d'une force de la CEDEAO. Et ça s'est fait appeler ECOMOG. À l'époque. L'ECOMOG a été créé pendant la guerre du Libéria. Oui. Mais très longtemps, aucun pays francophone d'Afrique de l'Ouest n'a participé à l'ECOMOG, sauf la Guinée. Sauf la Guinée, parce que d'abord, on a toujours eu des présidents déployés du côté du Libéria. On a eu des contingents déployés au Libéria. On a eu et en Guinée-Bissau, il y en avait eu aussi. Oui. Donc, la CEDEAO a participé. Et mieux, il y a eu une réunion très importante, ministérielle, à Yamoussoukro, où il fut question d'adopter le nom, n'est-ce pas, au lieu de changer de nom, comme on le fait aux Nations Unies. Une opération, on donne un nom. Une autre opération, on donne un nouveau nom, etc. etc. La CEDEAO a décidé, toute force déployée sera ECOMOG. La Guinée, parmi les pays anglo-saxons, la Guinée a été le seul pays qui a voté oui à ça. Tous les pays francophones ont voté non. Ça, c'est 2. 3. La question de la deuxième zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? La Guinée était au cœur de ça. Ce sont des sujets qui viendront un jour, où on aura à débattre. Cette histoire d'écho ou de ceci, c'est venu d'où? Demandez-moi, parce que j'ai vécu au cœur de ça. Est-ce que vous avez été secrétaire exécutif de la CEDEAO? J'ai été secrétaire exécutif de la CEDEAO. Oui. Vos passeports que vous portez là, vous devez à mon équipe, y compris Yaya Sow, qui est membre à l'heure actuelle du gouvernement de la transition. Il faisait partie, n'est-ce pas, de Vincent Chouin. Et on a eu des cadres guinéens comme ça qui ont une compétence avérée. Je ne dis pas ça pour lui faire la publicité, mais je crois que son choix a été judicieux. Alors, là, même si vous ne savez pas ce qu'il fait maintenant. Oh, si, je sais. Mais est-ce que vous savez tout? Tout. Comment voulez-vous que je sache tout? Exactement. Je ne peux pas savoir tout, je ne suis pas Dieu. Voilà, c'est important. Voilà. Et cette parenthèse, je ne sais pas tout, on la referme, mais je sais au moins qu'il sillonne les villes, il voit les routes, et quand une route ne peut pas l'état des routes, et quand une route ne peut pas finir avant l'hivernage, il pose la question à l'entrepreneur. Et à l'entrepreneur répond. Je trouve que c'est méticuleux, c'est sage, et c'est précis. Revenons sur il ne vend pas du n'importe quoi. Ouais. La CEDEAO, donc, la Guinée a cette particularité-là. La deuxième zone monétaire, et je ne rentre pas dans le détail de ça aujourd'hui, mais la Guinée y a joué un grand rôle. La Banque centrale, finalement, ce qui a été retenu pour cette zone monétaire, et avant la zone, on a créé, n'est-ce pas, la future banque
centrale de la deuxième zone. L'Afrique de l'Ouest aurait compris donc la première zone qui est l'UEMOA et la deuxième zone monétaire dont le siège serait à Accra. L'immeuble est là-bas. Et les gens, certains de la Banque centrale de Guinée, occupaient pratiquement la deuxième place de cette institution. Sira Dioba et un autre qui y était, venant directement de la Banque centrale. Alors, la Guinée a fait tout ça. La CEDEAO a besoin de la Guinée. Mais la Guinée a besoin de la CEDEAO. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Les sanctions font mal, de part et d'autre d'ailleurs. Parce que c'est un hiatus qui se crée dans tout ce que la CEDEAO a prévu comme intégration. Elle en a fait beaucoup. Les passeports biométriques, les cartes d'identité biométriques, c'est la marque de la CEDEAO. Le raccourcissement des téléphones. Avant, pour téléphoner de Conakry, prenons le pays le plus proche, la Sierra Leone, quand vous appeliez par téléphone, vous passez par Paris, Paris vous envoie à Londres, Londres vous envoie en Sierra Leone. Et que dire d'ailleurs du Togo et du Ghana? La même chose, deux pays qui sont presque emboîtés. La frontière se trouve à côté, tout juste à côté du marché de Lomé. Alors, par rapport à la CEDEAO, permettez-moi de poser cette question. Par rapport, puisque la CEDEAO n'a pas dit son dernier mot, ça veut dire que la CEDEAO est capable de contraindre la junte guinéenne à revenir sur sa décision, à revoir à la baisse la durée de la transition, première chose. Deuxième chose, qu'en pensez-vous, que dites-vous de la désignation des médiateurs et de Ibn Chambas en particulier? Tant qu'il y a négociation entre une organisation et un pays, ne dites pas les positions sont figées. On n'en est pas là encore. Et pour cause, les Nations Unies, le Conseil de sécurité, sont, de par la charte des Nations Unies, après la deuxième guerre mondiale, on ne sait pas s'il y aura une troisième. Alors, eux, ils ont été très clairs. L'ONU et le Conseil de sécurité sont responsables en première instance de la paix et de la stabilité dans le monde. Cette paix-là s'obtient par des négociations, d'abord diplomatiques, c'est le chapitre 6. Le chapitre 6, c'est l'imposition au cas où le chapitre 6 ne marche pas. Je vous dis grosso modo, sans qu'il y a même des étapes encore dans tout ça. Même sous le chapitre 7, l'usage de la force pour imposer la paix, il y a des mécanismes. On fait le blocus, on avertit d'abord, on envoie des missiles, dominici, des ambassadeurs qui ne restent pas sur place, mais qui font le va-et-vient. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Si tout cela échoue, alors le Conseil de sécurité décide du chapitre 7. C'est ce qui s'est fait pour certains pays, je ne veux pas les mentionner maintenant, et jusqu'à ce que la guerre fût déclenchée. Les raisons, je ne les évoque pas. Mais après le chapitre 7, il y a le chapitre 8, qui parle de la coopération entre l'ONU, cette organisation qui est responsable en première instance de la paix et de la stabilité, entre cette organisation et les régions. Et pour l'Afrique de l'Ouest, la région, c'est la CEDEAO. Ce que la CEDEAO dit, c'est ce que l'Union africaine va suivre. C'est ce que l'Union européenne va suivre. C'est ce que les Nations Unies vont suivre. Parce que la charte des Nations Unies est la charte des chartes. C'est au-delà de toutes les chartes. Donc vous devez savoir ça. Ça veut dire que ces négociations-là, laissons-les évoluer. Prenons patience. Les Guinéens aiment débattre de tout en temps opportun, en temps inopportun. Sa deuxième question. La désignation des médiateurs. La désignation des médiateurs. Ouais, alors là, c'est le meilleur exemple pour vous dire que les choses sont évolutives. Le CNRD avait rejeté la première désignation. La première désignation. Mais cette fois-ci, il n'a pas encore dit quelque chose. Ibn Chambas, oui, mais il n'a rien dit. Ibn Chambas, allez-y. Ibn Chambas est celui qui m'a succédé à la CEDEAO. Oui, tout à fait. J'ai participé pratiquement à cette succession. C'est un ami, je le connais. Bon, après il est allé au bureau de l'UOA à Dakar, au nom des Nations Unies. Il a déjà participé à des négociations ici. Je pense que tant que on ne voit pas clair, si
le CNRD ne s'est pas prononcé encore sur l'acceptation ou non de Ibn Chambas. J'espère que ça viendra très bientôt et que... Parce que qui ne dit mot comme ça. En tout cas, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Et vous leur conseillez quoi d'accepter? Moi, je conseille qu'ils acceptent un médiateur de la CEDEAO, qui qu'il soit. C'est bon pour eux? C'est bon pour qui? Pour le CNRD. C'est bon pour le CNRD, c'est bon pour la CEDEAO, c'est bon pour le peuple de Guinée. D'accord, la toute dernière question. Alors, de plus en plus, la CEDEAO, au-delà de la Guinée, est confrontée à une certaine défiance de la part des opinions publiques. Et que doit-elle faire pour se sortir de ça? Qui? La CEDEAO. Pour se sortir de quoi? De la défiance à laquelle elle fait face. Les gens manifestent, protestent contre elle. Ça, ce sont des choses les plus habituelles. Vous voyez ça aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui. Parce qu'on est concerné. On le voit parce qu'on est concerné. Pas nécessairement parce qu'on est concerné. Ce qui s'est passé en Gambie, vous le savez. Ce qui s'est passé à des moments difficiles au Ghana, vous le savez. Ce qui s'est passé au Libéria, vous le savez. Ce qui s'est passé au Togo, vous le savez. Alors, écoutez, cherchez à appréhender mieux, à connaître intrinsèquement comment la CEDEAO fonctionne. Je ne suis pas là pour défendre la CEDEAO. Je suis guinéen et j'ai été envoyé à la CEDEAO par la volonté de la Guinée. Parce que, bon, il y a toute une histoire derrière ça. J'étais aux Nations Unies quand il y a eu une crise à la CEDEAO et on m'a demandé de venir. Et moi, je suis simplement parti, comme ça, j'étais là, l'incarnation de mon pays, mais surtout pour servir une organisation dont la naissance est venue aussi de mon pays. Voilà tout. Le gouvernement, une première fois, est en mission à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que cela vous inspire? On m'avait dit que c'était des débats purement économiques et techniques. Oui, mais on en a parlé. Oui, vous avez parlé en passant. Pas du tout. Il y a même, parlé en passant. J'ai voulu tout de suite ce message de notre grand frère Fodé Tas Silla qui dit ceci. Wallahi, on avait tiré nos tabourets et on s'était assis pour suivre une grande émission sur la situation politique actuelle de la Guinée. Nos précieuses minutes ont été perdues dans les cours annueux d'économie. Dommage. Mais vous avez vu? Eux, ils ne savent pas. Oui, c'est vous dire que... Non, bien sûr. Oui, chacun cherche quelque chose. Écoutez, chacun est libre de penser. Fodé Tas, je le connais bien. Oui. Mais si on est dans cet ennui, c'est parce que vous n'avez pas continué la trame des discussions économiques. Lui, il voulait qu'on parle plus de politique. Exactement. Parce qu'il est journaliste comme vous. Non, mais les Guinéens aiment politique aussi. Oui. Les Guinéens aiment politique. Oui. C'est une grande erreur. Un mot sur le déploiement du gouvernement à l'intérieur du pays. C'est qu'il y a une première. Je dis que c'est une première. Moi, je l'apprécie. Je pense qu'ils sont partis toucher du doigt la réalité à l'intérieur du pays. Je suis convaincu qu'ils ont pu mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas. Mais aller ne suffit pas. Les questions qu'on découvre, les sujets qui sont absolument préoccupantes pour les populations de ces contrées, parce qu'ils ne se sont pas limités qu'au chef-lieu de la région. Et ils sont partis un peu partout, ils se sont dispersés. Quand ils sont tous venus en Zérékoré, et avec encore la tenue régulière des conseils interministériels et des conseils de ministres, tout cela, c'est bravo. Si c'est bon, disons que c'est bon. Si c'est pas bon, disons que c'est pas bon. Dénonçons. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Lansana Kouyaté, leader du PDN, Parti de l'Espoir pour le développement national. Merci d'être passé dans cette émission, ce qui était une première en présentiel, bien entendu. Merci, je vous remercie. Un devoir. Et transmettez mon bonjour à Fodé Tas. Merci, Fodé Tas, donc, et salut notre doyen. Merci donc à Lamine Moïma Sissé, Bouakar Sansoubari, Massouma Sogué et Baïla Amadou Traoré. Merci à la régie, la technique. Beaucoup de messages, tous n'ont pas été lus, toutes nos excuses. Demain, jeudi, c'est l'équipe de On refait le match qui sera à la place de On refait le monde, piloté par Lamine Monument Sissé. Quant à nous, on se reprendra le vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien.